Bonsoir et bienvenue à ce 20h d'information. Voici les titres. Quelle procédure obligatoire désormais au Bénin pour sécuriser les biens fonciers? À Parakou, la direction des affaires domaniales sensibilise, une initiative qui participe aux réformes visant à éradiquer l'insécurité foncière au Bénin. Le fumage de poissons ou l'environnement et la santé qui brûlent à petit feu, le saviez-vous? La préparation du poisson fumé très prisé comporte des risques pour la santé et l'environnement. Le dossier du jour en parle. Épargner, investir, faire des placements pour optimiser ou fructifier ses avoirs financiers est-il réservé à quelques privilégiés seulement? Et s'il suffisait d'une bonne éducation financière pour y parvenir? On le verra dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Merci de nous recevoir chez vous pour le développement. Quelles sont les démarches administratives utiles et obligatoires à observer au Bénin désormais pour sécuriser les biens fonciers? À Parakou, on y sensibilise à l'initiative. La direction des affaires domaniales de la mairie, une contribution à l'inexorable dynamique engagée par le gouvernement pour éradiquer l'insécurité foncière au Bénin. Élus locaux, propriétaires terriens, fonctionnaires du foncier et acteurs économiques sont conviés à cette immersion. Michael Nouatin et Ndokompati. Depuis des mois, il y a des informations qui circulent comme quoi l'État va arracher les terres. Fini les intoxications sur les réseaux sociaux. Élus locaux, présumés propriétaires terriens, sages et notables de la ville de Parakou s'approprient les procédures et différents actes de sécurisation des terres. Deux informations essentielles sont à retenir avant le 14 août 2023. La première, c'est que si vous voulez vendre votre immeuble, votre terre, vous devriez obligatoirement avoir le titre foncier. La deuxième, si vous achetez une terre à partir du 14 août 2023, la formalisation doit se faire par l'entremise du notaire. Les pièces constitutives pour l'obtention d'un titre foncier ne sont plus un secret pour ses participants. Il faut avoir son levé topographique, il faut avoir la copie de sa pièce d'identité, et il faut présenter un acte de présomption de propriété, une demande. Il y a l'acte de présomption de propriété qu'il faut joindre à tout ce dossier. Et pour finir, il faut payer un montant. Lequel montant est fonction de la superficie. La séance est la bienvenue. Désormais, pour être sûr que cette terre nous appartient, il faut avoir son titre foncier. Pour faire des transactions de vente de parcelles ou de domaines, il faut désormais s'adresser à un notaire. Plus de vente de biens immobiliers sans le titre foncier en République du Bénin après le 14 août 2023, date butoir au regard des articles 516 et 17 du Code foncier et domanial. Édifiant ce sujet. Nous sommes en août, c'est la saison de l'igname. Le délicieux tubercule des collines et des montagnes inonde les marchés et draine foule dans les maquis du succulent à Gon. Mais la consommation de la nouvelle igname respecte quelques codes. On voit cela dans ce reportage de Gladys Yarou, Olviga Messan et Bertin Ademé. Presque partout dans les marchés de Parakou, la nouvelle igname existe déjà. Cependant, il n'est pas aisé de se l'offrir. Si c'est sorti premièrement, là, le prix là, vraiment, ça augmente de plus. Pour aller demander le prix, c'est difficilement. Je n'ai pas encore touché même. Au-delà, bien d'autres raisons justifient la non-consommation de l'igname en ce début de saison. C'est qu'après avoir fait les cérémonies que nous pouvons toucher ça pour manger. C'est dans ce mois, mais ça n'a pas encore un jour précis. Il y a d'autres qui viennent et ils nous disent qu'ils attendent le 15 août. Il y a d'autres qui disent qu'ils attendent quelques cérémonies dans leur village avant de manger. Mais il y a d'autres qui prennent sans aucun souci. Shamsdin, lui, ne trouve pas nécessaire de faire des rituels avant de consommer la nouvelle igname. Au fur et à mesure que le temps évolue, on doit changer de mentalité. Donc, si l'igname est sorti, pourquoi ne pas la consommer? En fait, je ne trouve pas d'inconvénient à cela. Prince Vognon, prêtre du phare, pour sa part, évoque les biens fondés de la démarche qui consiste à offrir la nouvelle igname aux divinités avant de la consommer.
de l'huile, des volailles, il y a même des gens qui tuent des moutons. Et c'est cet ensemble-là que vous ajoutez à cette nouvelle igname-là et vous offrez à votre divinité. Lorsque vous l'offrez, vous faites les prières de prospérité, d'évolution, de stabilité, que ce soit sur le plan de la santé, que ce soit sur le plan des finances. Vous faites toute cette prière-là. Et c'est cette prière-là qui vous accompagne, d'abord parce que la divinité a reçu le message que vous avez porté à son égard, et c'est ce message-là qu'il va appliquer dans votre vie. Ceux qui ne le savent pas, bon, il n'y a pas grande conséquence pour eux, mais nous qui sommes dedans, qui sommes initiés, c'est nous qui savons déjà qu'il faut le faire pour éviter certains retours défavorables et malheureux. À chacun de faire le choix de consommer ou non l'igname en fonction de ses convictions ou pratiques. Le poisson fumé, un autre délice très prisé dans les menus africains au Bénin. Le fumage du poisson est une activité lucrative, mais comporte un prix à payer à la santé et à l'environnement. Le dossier environnement du jour nous retrace la chaîne du fumage du poisson, du filet au plat, avec les risques associés. Le fumage de poisson ou l'environnement et la santé qui brûlent à petit feu est un magazine signé William Tchoki. Dans le lot, Dame Francisca, fumeuse et vendeuse de poissons de mer. Après cette étape d'achat de poissons, un véritable parcours de combattants, toute une autre chaîne d'action, aussi délicate les unes que les autres. Nous sommes en train de voir le processus de fumage de poisson avec la technologie traditionnelle où nous avons assez de fumée parce que ça dépend des combustibles. Ici, ils utilisent du bois et des sciures de bois, bien sûr, issus de la menuiserie. C'est une technique de fumage qui libère les hydrocarbures aromatiques polycycliques, des composés chimiques organiques dérivés du benzène, présents comme sous-produits du brûlage de divers combustibles, y compris la biomasse. Les substances chimiques dangereuses qui se trouvent dans les fumées incorporent le poisson. Et à la fin, ces poissons ne sont pas des poissons indemnes des polluants organiques persistants produits non intentionnellement. Ces femmes inhalent à longueur de journée tous ces différents gaz cancérogènes. Elles se font brûler les doigts, les yeux lamoignants. Ces fumées aussi provoquent des impacts sur le corps, les yeux, la tête, les maux de ventre, les problèmes de paludisme, même la diminution du système immunitaire. Ainsi, beaucoup de méthodes de fumage du poisson et autres produits de pêche à petite échelle et leur consommation posent un réel problème de sécurité sanitaire des aliments. Sans le savoir, on se rend malade. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il ne faut pas manger constamment ce type de poisson. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est qu'il faut changer le processus de fumage. Le fumage est bien connu en industrie agroalimentaire pour ses applications en matière de transformation, cuisson et de conservation de diverses denrées comme les viandes, les poissons et autres produits halieutiques. Allons à présent dans le 3e arrondissement de Cotonou où on n'a pas fini avec le moment national du 1er août. Un acte symbolique du vivre ensemble est organisé avec le parrainage du ministre du Cadre de vie, une campagne de salubrité. Grand bénéficiaire de l'acte de citoyenneté écologique, le collège d'enseignement général Segbaya et son environnement immédiat, Constantine Tandé, Rodrigue Babagueto. Des chefs quartiers, des élèves et leurs parents
en plein exercice d'assainissement du CEG Segbeya. Lorsque le ministre du Cadre de Vie appelle à la mobilisation générale pour un CEG Segbeya sain, nombreux répondent présents. Aujourd'hui, on est là pour une activité qui n'est pas un concept du Bénin, mais qui est un concept mondial. Independence Clean-up Day. On choisit un jour pour célébrer notre fête nationale par la salubrité. Et ça, c'est très important parce que la salubrité participe à notre santé. Pour une réussite de cette campagne de salubrité, aucun des équipements et matériels mis à disposition n'est délaissé. Preuve du grand bonheur des populations face à l'initiative. C'est un dépotoir d'ordures un peu partout dans cet établissement. Et votre équipe fait bien de venir ici nous aider. Donc, je salue votre présence et je voudrais vous remercier pour cette activité, pour cette opération. Au-delà du CEG Segbeya, c'est tout le 3e arrondissement de Cotonou qui est visé. Il doit recouvrer sa première place d'arrondissement le plus propre. Mais pour y arriver, il faut en finir avec les sachets plastiques. José Didier Tonato ne manque pas de le rappeler. Par rapport aux sachets plastiques, j'ai un message. Nous n'allons pas seulement nous contenter de nettoyer, de ramasser. Nous allons réduire progressivement, voire arrêter notre utilisation de sachets plastiques. Pour un CEG Segbeya sans sachets plastiques, le ministre du Cadre de Vie souhaite aussi une interdiction d'accès au CEG à tous les vendeurs d'eau en sachet, communément appelés Pure Water. On prend à présent la direction de Parakou, cité des Koubourou, ville au nom chargé de symboles d'une fière royauté, ville aussi de curiosités historiques telles ces monuments, témoins d'un riche passé parmi les plus remarquables, les monuments de Bioguera, de Hubert Maga, le mausolée d'Abdoulaye Issa, aux allures sculpturales et densité historique leur valent de l'intérêt et donc le détour. Jean-Baptiste Famomi, Michael Nouati et Nogompati nous offrent ici une halte patrimoniale. Je quitte le quartier au Quai d'Ama, me divertir. C'est la routine de quelques citoyens de la ville de Parakou, tout comme Mouminat Adam Alidou tous les soirs. Il parcourt parfois de longues distances pour se rendre à ces places avec des raisons bien précises. Aujourd'hui, j'étais à la maison, je n'ai rien à faire et je n'ai aucun endroit où aller. Donc je suis venu ici pour me distraire, pour être un peu à l'aise dans mon cerveau et prendre un peu de l'air. Ces ouvrages d'architecture et de sculpture réalisés pour transmettre à la postérité la mémoire des braves et illustres personnages de la nation racontent toute une histoire. En réalisant des monuments, c'est pour développer chez des citoyens la conscience nationale, le sentiment national qui a été porté déjà par ces individus-là pour perpétuer ces sentiments de nationalisme, de savoir vivre ensemble. C'est en honneur de ceux-là qu'on réalise les monuments. L'érection de ces monuments Hubert Maga, Bioguera, Abdoulaye Issa pour la ville de Parakou n'est pas le fruit du hasard. Elle relève du choix des autorités locales. Ça devait relever du ministère de la Culture, des Beaux-Arts, etc. Et on prend un décret pour classifier parce que ça a un objectif. Donc un individu ne devrait pas se lever parce qu'il a fait quelques glanées, quelques informations, a appris que quelqu'un est un héros, il va aller ériger. Non, je ne pense pas, ce n'est pas nationaliste. La valorisation de ces monuments passe aussi par la volonté des autorités locales d'innover. Pendant les fêtes, vous voyez beaucoup de jeunes, beaucoup de familles qui sortent, qui déambulent autour de la place Hubert Maga. Mais les autres n'ont pas d'espace. Ce qu'il fallait faire, c'était de mettre des écriteaux, de mettre une petite pancarte qui retrace, qui explique le sens et la portée de chacune des places. Il y a lieu donc que l'administration municipale se rattrape en mettant juste une petite pancarte pour expliquer ici c'est la place telle. Voilà. Et même pour les étrangers qui sont en visite. À travers ces places monumentales, la cité des Koubourou met en lumière la richesse du patrimoine culturel et historique du pays.
Des monuments de fierté, passons à un sujet d'inquiétude, les coups d'État qui deviennent récurrents en Afrique. Le dernier en date, c'est celui du Niger. Des prises de pouvoir aux issues souvent incertaines. Quelles pourraient être justement les conséquences économiques, voire politiques de ces coups d'État? Ariane Da Silva et Wenceslas Arouaimon ont posé la question à un consultant en géopolitique. C'est une situation politique et qui a souvent pour cause, dans le cas général, des difficultés économiques. L'économie, en général, peut être considérée comme une cause des coups d'État. Mais conséquences économiques, s'il y en a, c'est surtout par rapport aux différents accords de partenariat qui existent entre l'État qui vient d'assister à un coup d'État et les autres États. Parce qu'il y a un principe démocratique qui est en vogue aujourd'hui presque dans tous les pays où les États conçoivent mal le fait d'entretenir des relations économiques ou de tout autre ordre avec un État où il y a eu changement de leadership par le biais de coups d'État. Et quand ça arrive, c'est tout le pays qui tourne au ralenti. Sur le plan politique, l'ordre constitutionnel est chamboulé simplement parce que l'État, pour la période du coup d'État, surtout lorsqu'il arrive, cesse d'être comme il était. Il y a un changement dans la gestion de la chose publique et donc tout le mécanisme de fonctionnement traditionnel ou qui préexistait au coup d'État est arrêté. Maintenant, l'implication directe entre aussi dans le cadre des partenariats. Il y a un problème de fond, surtout dans la méthode de gestion de la chose publique. Aujourd'hui, quand vous n'êtes pas un régime démocratique, les autres régimes qui s'inscrivent dans cette façon de gérer ne souhaitent pas collaborer avec vous. Donc, que ce soit les partenariats économiques ou politiques de tout autre ordre sont mis au ralenti s'ils ne sont pas coupés. Alors, lorsque ça arrive, même l'animation de la vie politique change. Les partis politiques d'opposition ou ceux qui étaient de la mouvance se trouvent dans certains cas très menacés ou dans d'autres cas, c'est l'inverse. Donc ça change la qualité ou l'orientation des relations politiques aussi bien à l'interne qu'à l'externe avec d'autres États. Retour au Bénin avec un sujet de santé publique. L'UNICEF Bénin et l'USAID ont initié en collaboration avec le ministère de la Santé le projet dénommé Engagement communautaire et communication autour de la vaccination Covid-19 intégré à la vaccination de routine. Un projet à plusieurs volets comme la caravane Santé pour tous lancée lundi dernier. Quelques artistes créateurs de contenu et professionnels des médias ont donné du relief et de la couleur à l'exhibition. Christelle Tongodo, Edmond Hongo. On peut composer des chansons. Elles sont reconnues comme des personnes dont les voix portent et qui jouissent de l'estime du public. Ces influenceurs, artistes et professionnels des médias sont associés à la caravane Santé pour tous de UNICEF Bénin et de l'USAID. Une initiative qui vise à sensibiliser les populations en ce qui concerne l'importance de la vaccination de routine des enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes et de la vaccination Covid-19. Nous sommes conscients que la vaccination de routine, notamment la vaccination Covid-19, ne sont pas des sujets faciles à aborder. Ils peuvent susciter des interrogations, des craintes et des réticences. Et nous sommes conscients que vous n'êtes pas des experts ou techniciens de santé. Cependant, nous savons qu'avec l'expertise des techniciens et votre voix, nous pourrons offrir aux populations des informations fiables de la part de personnes en qui ils ont confiance. Pour corriger certaines disparités et donner la chance à tout le monde de profiter des avantages de la vaccination, 5 départements sont ciblés: l'Atlantique, le Borgou, le Koufo, le Zou, le Mono. Aller dans des départements, dans des communes, dans des villages où peut-être il y a des enfants de 1 an, 2 ans, peut-être 3 ans, non vaccinés. On ne parle pas juste de Covid, non vaccinés. Ils sont tous à risque. Donc, avec le Covid, avec la possibilité de mélanger de vaccination de routine, on a la possibilité de changer des choses. Parce qu'il y a des personnes qui ont besoin de la vaccination qui malheureusement n'ont pas été vaccinées. Ceux qui n'étaient pas prioritaires, c'est eux qui ont été vaccinés. Il faut qu'on arrive à corriger cette situation-là.
C'est vraiment sur cet espoir qu'au nom du ministère de la Santé, de l'Agence nationale des soins de santé primaire, je souhaite vraiment plein succès à cette phase et à cette caravane. Santé pour tous, cultivons la santé, renforçons l'immunité. C'est le slogan qui va résonner tout au long de cette caravane. Parlons à présent d'un autre sujet, tout sauf glamour. C'est une cause enfourchée, embrassée par l'ONG Ola Africa qui poursuit son combat contre le mariage forcé. Elle a lancé cette ONG lundi dernier à la préfecture de Djougou, la phase 2 du projet de défense des droits des jeunes filles victimes du mariage forcé au Nord Bénin. Jean-Claude James, Yves Agodokassi. Dans cet exposé sur le phénomène, la communicatrice annonce que 3 filles sur 10 sont mariées de force au Bénin. Inadmissible pour l'ONG Ola Africa. Sa solution, ce projet de défense des droits des victimes. Avec le consentement formel des parents, Ola Africa prend la responsabilité, accompagnée du Fonds des femmes francophones, OEC, de suivre ces jeunes filles qui ont accepté poursuivre leur cursus scolaire ou apprendre un métier d'avenir jusqu'à la majorité. Ces filles ne seront pas contraintes au choix de leur partenaire, même en ayant atteint la majorité. Elles sont 40 filles sélectionnées à Djougou et Basila à raison de 20 par commune. Je me suis amusée à visiter une plateforme Sidofé du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, nous avons enregistré 663 cas de victimes de violences basées sur le genre. Au nombre de ces cas, nous avons 25 grossesses précoces, 18 mariages précoces. Il y a de quoi lutter farouchement contre ce phénomène. Chère population, les gagnants de ce travail que va abattre quelques mois durant Ola Africa, c'est d'abord et après tout vous. Mais ce résultat ne peut être atteint sans vous. L'ONG a besoin de votre implication à tous les niveaux. La mise en œuvre de cette phase 2 va durer 10 mois dans la Donga. Le département de l'Alibori a bénéficié de la phase numéro 1. On l'a décrit comme une jeune femme indépendante, engagée mais aussi entrepreneuse. Après son sacre en 2014 comme Miss France, la franco-béninoise Flora Coquerel ne cesse de multiplier des projets humanitaires. Sa seconde passion d'ailleurs, en visite au Bénin, elle a accordé un entretien à notre rédaction. Avec Rebecca Kendiaronde, elles sont revenues sur son parcours et ses engagements actuels. En voici un extrait. Kelina a été créée le 14 avril 2014, le jour de mes 20 ans. C'était une date assez symbolique pour moi. C'était pendant l'année de Miss France. Et comme je disais, j'avais envie de donner aussi un sens à cette année qui est à 1000 à l'heure, où tout va très vite et où surtout on nous parle beaucoup de nous. Donc j'ai profité de cette aventure. J'ai été très contente de la vivre, mais c'était important pour moi. La notoriété, selon moi, n'a pas de sens si on n'a pas de message à passer, surtout de messages positifs. Donc c'était important pour moi de mettre en place quelque chose de concret. Donc c'est comme ça que Kelina est née, et surtout Kelina est née parce que j'ai eu la chance aussi d'avoir des parents qui étaient déjà dans le milieu associatif, qui m'accompagnent sur ce projet-là. Donc je continue toujours l'aventure avec mes parents. Notre objectif, nous, c'est de venir en soutien au secteur de la santé, donc avec la maternité qui a été créée. C'est vrai que ça nous a pris beaucoup de temps à construire cette maternité, puisque c'est pas évident de trouver des fonds, de trouver des partenaires, trouver des mécènes. On est constamment à la recherche, comme dans tout projet. L'argent, c'est vraiment le nerf de la guerre, puisque c'est ce qui permet de faire tourner, de bâtir quelque chose de solide par la suite. Donc c'est pour ça que ça a pris quelques temps, mais on est très fiers d'avoir réussi à mener à bien ce projet-là, et c'est pour cette raison-là qu'on a envie de continuer et d'apporter encore plus de choses à la maternité par la suite. Et c'est assez plaisant de voir la façon dont le Bénin évolue aujourd'hui. Plein de choses sont en train de se faire. On a un pays qui est très riche, de par notamment sa culture. Et je pense qu'aujourd'hui, le Bénin rayonne énormément à l'international et qu'on attire beaucoup de regards. Et je suis très contente que le pays avance et que le pays se développe. Et je suis certaine que ce n'est que le début d'une longue histoire.
Prenez le rendez-vous de cet entretien avec Flora Coquerel dans son intégralité à 21h30. Les Béninois seraient réputés prudents à l'égard des questions relatives à l'argent. Du coup, se sont créées deux catégories de citoyens. Les experts et férus de montage et placement financier, puis les autres plutôt bleus en activité opportunité financière. En fait, pour opérer des choix financiers pertinents et éclairés, il faut une bonne dose de culture financière économique. Utilité et vertu d'une bonne éducation financière, c'est dans le sujet signé Odette Dossou, Ulvaeus Balogun. Disposer d'une culture financière et économique est aujourd'hui indispensable à toutes les étapes de la vie. Pour prendre des décisions concernant ses finances, souscrire à un prêt, acheter un logement, épargner ou choisir un plan de retraite, il faut avoir une éducation financière. Je ne maîtrise rien de l'éducation financière. Je ne peux pas dire qu'en une journée, je gagne tel montant. Je fais mes dépenses en fonction de mes recettes tout en faisant un peu de réserve. Si vous vivez au jour le jour, vous ne prévoyez rien pour des cas de maladie, des cas de deuil, des cas d'accident ou quelque chose. Vous n'avez pas d'imprévu et que vous bouffez votre argent au jour le jour, vous serez confronté à des situations où vous n'aurez pas le choix que de mendier. Mais que comprendre alors par éducation financière ? L'éducation financière, c'est l'ensemble des connaissances, l'ensemble des compétences et la confiance que vous avez dans la prise de décision financière. Ainsi perçu, le champ de l'éducation financière apparaît vaste. Quand on parle d'éducation financière, il y a un certain nombre d'éléments qui sont pris en compte, notamment les dépenses, notamment l'épargne, notamment le crédit, notamment l'investissement, les placements, les droits et devoirs du consommateur, la planification. Il y a la connaissance des services financiers. Jugée indispensable pour protéger et améliorer son bien-être financier, l'éducation financière à l'échelle nationale est un facteur de renforcement de la stabilité financière et de la croissance économique d'un pays. Tout le monde a besoin d'une éducation financière, de la maternelle jusqu'au supérieur, sans oublier également les personnes qui sont en dehors de l'école. Quand vous travaillez, vous attendez quand même un salaire en fin du mois. Quand vous êtes un chef d'entreprise, quand vous offrez une prestation, vous attendez d'être payé. Si vous êtes un jeune, vous avez peut-être un argent de poche pour pouvoir donc gérer votre quotidien. Ça veut dire que le nerf de la guerre, comme on le dit souvent, l'argent est au cœur du quotidien de tout le monde. Il apparaît alors évident que le niveau d'éducation financière participe à l'efficacité économique et surtout à l'équité sociale. Dans notre sélection de l'actualité internationale, on ira en Afrique du Sud où une grève des transports paralyse le Cap et fait 3 morts. 11 personnes sont décédées dans l'incendie d'un centre d'accueil en France. Les images des pompiers tentant de maîtriser l'incendie sont à suivre. En Slovénie, le Premier ministre accueille la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. On suit le condensé avec Marcel Betaro. Plusieurs personnes ont été arrêtées par la police après avoir planifié des attaques violentes contre les institutions de l'État la semaine dernière. 14 soldats sierra-léonais, 3 officiers de police actuels et anciens et 2 civils ont été arrêtés et font l'objet d'une enquête pour subversion. Une chasse à l'homme est en cours pour 8 autres personnes, a ajouté l'inspecteur général. La ville portuaire et touristique du Cap est paralysée depuis plusieurs jours par une grève des taxis collectifs qui a pris une tournure violente avec le recensement de 3 morts. La grève en cours a paralysé la vie quotidienne au Cap. Pendant ce temps, les gens ont du mal à se rendre au travail. Cette grève des taxis dure des jours et pourrait être préjudiciable à l'économie du pays et en particulier à l'économie du tourisme. La Slovénie, membre de l'Union européenne, a demandé l'aide de l'Union
en particulier des machines lourdes telles que des excavateurs et des ponts temporaires préfabriqués pour faire face aux conséquences des pluies torrentielles et des graves inondations qui ont causé la mort d'au moins 6 personnes. En Espagne, il fait très chaud. Les températures dans le pays devraient encore atteindre les 44 degrés Celsius ce jour. Cette canicule, le 3e de l'été, serait à son maximum, a souligné l'agence météorologique espagnole. Merci Marcel Betrofo pour cette sélection. Merci à vous qui nous suivez. Merci à toutes les équipes. Bonsoir chez vous.